connaissances et pouvoir acquérir les compétences dans ce sens. Il m'a moral. L'éternel Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette opportunité d'être ensemble avec vous. Je m'appelle Oustaz Rahmatoulaye Ngogo, votre oriental national. Et je suis avec le secrétaire général de la communauté islamique du Congo, Imam Ibrahim Ngango, qui est dans ma droite. Et puis, avec l'espère, le Sidi Paul, qui est à gauche. Aujourd'hui, je suis flatté de vous recevoir dans notre salle Al-Kamsa pour la formation des remises au niveau. Et on s'excuse un peu par rapport avec le retard, parce que c'était prévu à 13h avec les embouteillages et autres. Après cela, vous connaissez, nous sommes une organisation de la formation professionnelle en RDC et notre organisation demande la formation, la remise au niveau. Vous avez été nommé, ça a pris quelques temps, c'est pour cette raison on a jugé bon. On appelle les experts pour venir nous accompagner avec quelques informations. Alors, j'ai le cœur ouvert ces assises. Merci. Aujourd'hui, nous allons aborder les sujets sur l'administration et quelques sujets. L'implication professionnelle des ressources humaines, analyse transactionnelle, organisation administrative des services publics, la correspondance administrative et la technique des documents administratifs. Et nous allons pas durer, chaque intervenant a 30 minutes pour se disposer. Et le reste des minutes, ce sera pour les questions-réponses. Nous allons commencer par le secrétaire général qui va faire son exposé. Enfin, c'est le mouvement. Je vais l'empêcher d'agir comme autorité. Donc, ici, souffrez que je me présente comme expert. Donc, sollicité pour cette formation. Le secrétaire de la coordination nationale l'a si bien dit que je vais intervenir sur l'implication communicationnelle ou les implications communicationnelles dans la gestion des ressources humaines. Et je vais revenir sur les aspects de l'analyse transactionnelle. Évidemment, je vois dans l'obligation de remercier les coordinateurs nationaux des établissements professionnels, parce que c'est une autorité qui m'a invité. Et je vous remercie aussi, les participants, à vos titres et qualités respectifs. Vous êtes là, vous avez répondu, je dirais massivement à cette invitation. Je vous remercie pour ça. Et je remercie aussi ceux qui ont été à la base de l'organisation de cette activité pour
vous êtes le siège national de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour rien que la coordination nationale est installée ici. En dépit de la coordination nationale de la formation professionnelle, vous avez aussi la coordination nationale des écoles professionnelles islamiques qui est installée ici. Donc c'est notre siège, vous êtes vraiment en sécurité, et la coordination nationale. Je pense que votre présence, ils ont enseigné en témoin de l'évolution. Nous tenons à adresser aussi nos remerciements aux autorités de la communauté. Si la coordination existe aujourd'hui, parce que les autorités de la communauté ont fait un effort terrible pour développer cette coordination, nous le remercions aussi. Et enfin, je reviens au coordinateur national, je continue mes remerciements à lui pour cette opportunité qui m'a offerte pour intervenir et échanger avec vous. Évidemment, moi c'est Imam Ibrahim Daoud, je suis imam. Malgré bon gré, je suis imam, je préfère m'arrêter à être imam. D'entrée de jeu, je dirais une bonne gestion des ressources humaines exige une bonne connaissance du fonctionnement de l'homme, de ce qu'il est, de ses possibilités et de ses contraintes. En effet, les individus agissent en fonction d'une perception spécifique des autres. Donc là, vous comprendrez, je sais bien que j'ai affaire à des responsables, des gens qui gèrent les ressources humaines au quotidien. Donc avant de gérer quelqu'un, il ne faut pas dire que vous êtes licencié, vous êtes docteur, vous avez la maîtrise. Non, mais il faut avoir aussi cette faculté, cette capacité de connaître celui à qui vous allez donner des ordres. C'est ce qui est fondamental. C'est pour cette raison je vais parachever ou je vais paraphraser avec Maslow qui dit si nous améliorons la nature humaine, nous améliorons parce que nous éliminons les principales causes des désordres du monde. Donc là vous comprendrez qu'avec Maslow, je pense que c'est quand on fait de l'université, comprendront que Maslow c'est celui qui a parlé des besoins. Il a parlé des besoins comme des échelles à monter. Pour lui, il dit que les besoins sont hiérarchisés. Il dit ici, ce qui est fondamental. D'abord, il faut connaître l'homme. Le corps national tel qu'il est là, il doit nous connaître tous, ce qui est fondamental. Avant même la gestion. Vous ne pouvez pas gérer quelqu'un sans pour autant le connaître. On a besoin de rappeler à tous avant de gérer John, il faut non seulement être compétent, mais aussi et surtout connaître qui est John. Ça va, le cordon a plusieurs collaborateurs ici devant, mais il est dans l'obligation, non seulement de les gérer directement, il doit les connaître. Celui-ci agit de telle manière, tel autre agit de telle autre manière. Donc c'est ce qui est fondamental pour éviter les télescopages par rapport aux ordres à donner. Pour cette raison, c'est qu'Aristote dit aussi. Aristote, je pense que tout le monde le connaît. Il dit l'homme est un animal social. Donc l'homme a toujours tendance à être entouré des autres. L'homme est toujours entouré des autres, par conséquent, nous sommes dans l'obligation de connaître, de se connaître parce qu'on est ensemble. Là où vous gérez, là où vous êtes dans vos sous-coordinations, là où vous êtes dans vos obligations, c'est qui est fondamental. Dans ce premier temps, c'est de connaître celui avec qui vous évoluez, celui qui est en face de vous. C'est ainsi, je dirais, pour mener à bien notre réflexion, nous devons d'abord analyser l'homme en tant qu'individu.
personne. Or, l'homme ou l'individu ou la personne, on peut les connaître qu'à travers sa personnalité, qu'à travers son comportement ou son caractère, ou ses caractères. C'est pour cette raison, le deuxième point que nous allons entamer, c'est d'abord la conceptualisation, parce que vous avez dit, au niveau de l'intitulé, au niveau de notre thématique, nous avons parlé de l'implication. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de l'implication ou des implications? Là, quand je parle des implications ou de l'implication, je vois l'impact ou l'influence, ou les influences et les influences de la communication dans la gestion de nos collaborateurs au niveau du bureau. Quand on parle de l'implication, on dit c'est l'acte ou le processus de participation à quelque chose. L'implication dans les réseaux de communication peut être définie comme la mesure dans laquelle les gens établissent et maintiennent des contacts de communication directs ou indirects avec d'autres personnes dans leurs organisations. Ici, retenez l'organisation, quand je parle de l'organisation ou des organisations, je vois l'institution. Or, en réalité, l'institution qui est en face de nous ici, c'est la coordination nationale de manière générale, et puis par ricochet, nous avons des coordinations provinciales et des sous-coordinations. Ce sont des organisations. Mais maintenant, quand je parle de la communication au niveau des organisations et l'implication de la communication au niveau des organisations, je vois les différentes relations qui existent entre les gens qui travaillent ensemble. Parce que la coordination nationale des établissements professionnels est nouvellement installée. Cela suppose quoi? Même à son niveau, le coordinateur national, tout ce qu'il a comme agent à ses côtés sont déjà que lui ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas. C'est la première fois peut-être qu'il les a vus. Donc c'est fondamental maintenant dans les relations interpersonnelles, surtout que nous parlons de l'administration, quand on parle de la relation interpersonnelle, c'est ça qu'on appelle la communication des organisations. Retenez, quand je parle de la communication des organisations, je parle plus des relations qui pourraient exister entre les responsables ou entre les gens des mêmes grades. Ça va pour les gens qui sont ensemble. Là, c'est ça qu'on appelle l'implication. Ce processus d'échange peut prendre des efforts. Nous sommes au niveau de la communication. Maintenant, quand on parle de la communication, on retenez que la communication revêt une importance capitale dans la vie de toute organisation. Elle peut être définie de façon générale comme l'ensemble des processus d'échange entre les membres d'un groupe. Donc, vous retenez que dans une institution, dans une organisation, quand je parle des organisations, ici, pour l'institution, je vois la coordination nationale. Et qu'au niveau de la coordination nationale, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens peut-être qui ne se connaissent pas ou qui ne se connaissaient pas au début. Mais ils vont ensemble, ils sont dans l'obligation, ils ont le devoir d'abord de faire un effort pour se connaître les uns et les autres. Ces processus d'échange peuvent prendre plusieurs formes. On peut distinguer par exemple la communication verbale. Ça va dans une organisation, il y a ce qu'on appelle la communication verbale et la communication non verbale. Ici, avec l'étude de la sémiologie ou de la sémiologie, la sémiologie, c'est ce que les psychologues appellent la communication des signes. Donc, on peut se communiquer sans pour autant écrire, rien qu'avec des gestes, rien qu'avec des signes. C'est ça qu'on appelle la sémiologie ou la sémiologie. Donc, c'est l'étude des signes dans la communication. C'est aussi une communication non verbale. Retenez qu'une autorité peut donner des ordres en utilisant seulement un signe, sans pour autant dire un mot. Ça va parce que ce n'est pas dit qu'à chaque fois que vous allez prononcer des mots, vous allez écrire rien qu'avec un signe, rien qu'avec un regard. Celui qui est en face de vous, ou bien un collaborateur, ou un subalterne, comprendra que l'autorité fait ceci.
Ça va? Vous voulez que je fasse ceci. De même, il est possible de distinguer la communication descendante et la communication ascendante. C'est là où nous voyons directement la relation qui existe entre la hiérarchie et ceux qui sont au niveau de la base. Ça va? Quand on parle d'ascendante, ça va? Ou descendante. Descendante et ascendante. Descendante, quand ça vient d'en haut, quand les coordinateurs nationaux tel qu'il est là, quand les coordinateurs provinciaux tels que vous êtes là, quand les coordinateurs que vous êtes là, quand les coordinateurs sous-provinciaux tels que vous êtes là, vous donnez des ordres à votre subalterne. Ça qu'on appelle la communication descendante. Mais tandis que quand un inférieur, quand un subalterne demande quelque chose à son autorité, on appelle ça la communication descendante. Retenez qu'en dehors de ces communications, ou en dehors de ces rapports, de ces relations, il existe ce qu'on appelle des relations verticales, des relations obliques et horizontales. Ça va, quand je parle de verticales, c'est effectivement en haut et en haut. Quand on parle de horizontales, quand on parle de horizontales, ce sont des gens qui ont le même grade, par exemple les chefs de division qui se communiquent entre eux. Ça va, quand les chefs de division se communiquent entre eux, ça qu'on appelle l'horizontalité, ça va des relations. Mais tandis que quand c'est oblique, par exemple l'autorité qui est là, les coordinateurs provinciaux, qui donne des ordres, soit à une sentinelle, par exemple. Ça va, c'est une relation parce que la sentinelle ne dépend pas de lui. C'est aussi ça. Il y a des fois où il y a des problèmes dans la communication interprofessionnelle et des relations interprofessionnelles. C'est-à-dire quoi? Quand la hiérarchisation des responsabilités n'est plus respectée. Ça va? Quand, par exemple, les coordinateurs nationaux donnent des ordres à un chef d'établissement d'en bas, ça va? Sans pour autant respecter la hiérarchie. C'est aussi ça qu'on appelle à l'administration la danse administrative. Ça peut créer des tensions. Ça va, ça peut créer, si on ne respecte pas la voie hiérarchique, ça pourra créer des tensions avec le temps. Donc, on retenait que nous avons plusieurs sortes de relations, de communication. Retenez que quand je parle de communication, je parle plus de relations. La communication verbale désigne toutes les formes de communication qui ont pour support les langages sous une forme orale ou écrite. Ça va, quand on parle de la communication verbale, ça va, c'est l'oralité ou bien c'est par écrit. Ça va, ou soit l'autorité écrite ou soit l'autorité parle. Ça va, là, c'est ça qu'on appelle la communication verbale. Nous avons la communication. La communication verbale. La communication peut aussi prendre des formes écrites telles que les notes, les rapports, ou encore les journaux d'entreprise, quand on parle des institutions ou d'organisations. Retenez que quand l'autorité, ça va écrit, ça qu'on appelle, on peut appeler ça une communication verbale. Par communication informelle, on entend les différentes formes de communication qui n'est ni planifiée ni organisée. La communication informelle renvoie ainsi aux différentes interactions sociales, échanges entre individus et groupes, c'est-à-dire la vie sociale dans l'organisation ou dans l'institution. Tel que vous êtes là, au niveau de votre institution, au niveau de votre administration, vous pouvez vous communiquer entre vous. Ça va, mais sans pour autant que ça suit la voie administrative. Ça va, ce sont des causeries. Les gens se retrouvent et puis causent. Ça va, on appelle ça la communication informelle. Ça va, parce que ce n'est pas formalisé. Ce n'est pas autorisé dans le sens, ça n'empêche pas le fonctionnement de l'institution. Mais c'est une communication qui est en dehors, ça va, de la forme administrative prévue par les législateurs. La communication descendante, j'en ai déjà parlé, je vais vous en parler. Ça va, la communication ascendante aussi, j'en ai parlé. Maintenant, je prends notre point gestion des ressources humaines. Ça va, la gestion des ressources humaines, parfois appelée gestion du capital humain. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes appelés à gérer les personnes.
J'ai dit ça au début, que ce sont des personnes que nous ne les connaissons pas à l'époque. Ce sont des personnes qui sont inconnues de nous, inconnues. Ça va, on les voit venir chez nous pour travailler. Ça va, mais en dehors de ces cadres de travail, on ne les connaissait pas. Ça va, c'est quelqu'un que je ne connais pas, mais je suis obligé de travailler avec lui. Or, je vais travailler avec lui qui est dans un cadre formel, qui est établi dans l'administration. En dehors de ça, on ne va pas travailler. Ça va, en dehors de ça, on pourra avoir de la camaraderie. Mais tandis que quand on est au bureau, c'est vraiment le travail qui vient, pas des causeries. Ça va, c'est le travail, retenez que le travail est formalisé. Le travail ne se fait pas d'une pauvre manière. On dit que c'est parfois appelé gestion du capital humain. Ça va, la gestion de l'ordre et l'ensemble des pratiques mises en œuvre administratives. Ça va, quand on parle de la gestion des ressources humaines, retenez que ce sont des pratiques. C'est pour ça que je vous avais dit, quand on est ensemble dans une institution, dans une organisation, ce n'est pas pour causer. Ça va, ce n'est pas pour faire des lignes et des bas. Ce n'est pas pour faire des musiques. Ça va, mais c'est pour travailler. Rien que travailler pour faire en sorte que notre travail soit épanoui. La fonction des ressources humaines a pour mission de faire en sorte que l'organisation dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement et que ces personnels fassent de son mieux pour améliorer la performance de l'organisation. Ça va? Pourquoi est-ce qu'on engage les gens? Pourquoi il y a un service du personnel? C'est parce qu'on veut avoir ce que les psychologues disent, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On veut avoir des gens qui ont les profils pour le poste. Et que quand on a engagé quelqu'un qui a le profil pour le poste, vous constaterez que le travail va marcher. Mais si on prend les critiques, ça va, on prend les critiques parce que à cause des ok, je prends le dernier point dans la conceptualisation des mathématiques, analyse transactionnelle. Ça va, je pense que quand je parle d'analyse, ça c'est un terme générique que tout le monde utilise. Quand je parle de transactionnel, je vois transaction. Quand je parle de transaction, je vois échange. Ça va? Quand je parle de transaction, c'est l'échange. Mais ici, dans l'analyse transactionnelle, c'est une analyse communicationnelle. Ça va, c'est une analyse communicationnelle, mais basée sur ce qu'on appelle la psychanalyse. La psychanalyse, c'est la psychologie de profondeur. Ça va, c'est la psychologie de profondeur qui a été prônée par Sigmund Freud. C'est Sigmund Freud qui était à la base de ce qu'on appelle la psychanalyse. Or, Eric Berne, celui qui était à la base de ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle, c'est lui qui a forgé sa pensée sur base de ce que Sigmund Freud a mis sur pied. Qu'est-ce que c'est la vérité? Pour cette logique, on ne peut pas étudier l'analyse transactionnelle sans pour autant faire allusion à la psychanalyse. Or, la psychanalyse, c'est la psychologie de profondeur. C'est la psychologie qui étudie le psychisme, qui étudie la personne humaine. C'est ça qu'on appelle la psychanalyse. Ça va étudier vraiment le psychisme de l'esprit de l'homme. L'étymologie. Ici, nous prenons la personnalité, c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre l'analyse transactionnelle sans pour autant que vous ayez une maîtrise en personnalité ou aux notions différentes, notions de la personnalité. L'étymologie permet de mieux cerner les sens. Ça va? Persona. Quand on parle de la personnalité, on voit le terme persona. Terme latin dérivé du grec ancien. Ça va? Qui désigne les masques plutôt des théâtres antiques grecs, qui étaient l'interface entre l'acteur, son rôle et son public. Ça veut dire quoi? Quand on parle de la personnalité en soi, c'est les masques qu'on portait à l'époque antique. Ça va, à l'époque grecque. Ces masques-là mettaient en relief, mettaient en relation l'acteur qui joue le rôle. Ça va, c'était pour les pièces de théâtre. L'acteur qui joue le rôle et le public tel que vous êtes là, moi tel que je suis là, les masques que j'ai maintenant, c'est les masques de l'expert. Ça va, c'est
le fait que je suis l'expert dans tout ce que je suis en train de vous donner, c'est ces masques-là que j'ai portés. Mais dans tout ce que je vais poser comme acte, c'est lié au masque que j'ai. Cela veut dire quoi? La personnalité, c'est ce que l'homme a. Ça va? C'est ce que l'homme a en lui. C'est pas visible, mais c'est en lui. Mais l'apparence, c'est ce qu'il fait transparaître à l'égard des autres. Ça va? C'est ce qu'il est à l'égard des autres. Mais en réalité, la ramification, les différentes ramifications de ces masques-là, c'est à l'interne. À l'interne, pas au niveau du ventre. La personnalité, l'ensemble des groupes. Ça va? Sa personnalité, c'est ce que l'homme a unique. Ça va? C'est ce que l'homme a qui appartient à lui-même, pas à deux personnes. Mais maintenant, quelle différence on peut établir entre personnalité et caractère? Parce que ça peut prêter à confusion. La personnalité peut se définir comme les caractéristiques et les façons de se comporter d'un individu. Ça va? La façon que nous sommes en train, ça va déposer des actes. C'est ça qu'on appelle notre personnalité. La personnalité est l'ensemble aussi des traits distinctifs d'un individu et qui permet de définir la manière spécifique d'agir et de penser de chaque individu. Ça va? Cette manière unique-là, c'est ce que j'ai dit. Ce masque-là qui est unique à un individu, qui n'est pas comparable à l'autre. Ça va? C'est pour cette raison qu'il ne faut pas chercher à être comme l'autre, parce que vous ne le serez jamais. Ça va? On est unique à être nous. Si vous devez faire des efforts, faites un effort par rapport à vous-même, parce que vous ne serez jamais semblable à l'autre, et vous agréez tel que vous êtes là unique dans votre cas. Ça va? La personnalité encore est une combinaison des caractères, d'attitudes et de comportements d'une personne. Ça va? Vous constaterez que ici je parle, quand je parle de la personnalité, je parle du comportement, mais qui est unique à un individu. Mais les caractères, c'est quoi? Les caractères, l'ensemble des traits qui permettent de distinguer un individu d'un autre. Ça va? C'est le caractère qui fait en sorte que l'homme soit différencié à l'autre. Retenez, quand je parle de la personne, du caractère, il y a ce qu'on appelle le phénotype et il y a ce qu'on appelle le génotype. Le génotype, c'est ce qui est envoyé à nous. C'est-à-dire que le phénotype, ce qui est externe à nous. Tel que nous sommes là, nous pouvons avoir des parents, disons, qui sont des témoins, mais nous sommes vrais. Ça va? Donc, cela veut dire que dans nos parents, ça va? Ils nous ont mis au monde, ils avaient ces caractéristiques-là. Ça va? Ils avaient ces gènes-là. Ça va? C'est pour cette raison, nous sommes sortis vrais. Ça va? Mais apparemment, les parents ne sont pas vrais. Et il se pose aussi des problèmes dans certaines familles. Quand, je ne parle pas des blancs, des familles qui donnent des enfants blancs, mais je parle des familles où les enfants sont vrais, mais les parents sont noirs. Ça peut créer des problèmes. Ça peut créer vraiment des problèmes pour dire que non, cet enfant vient d'où parce que moi je suis noir. Donc il faut vraiment savoir que dans vous là, ça va, dans vous là, vous êtes blanc. Ça va, vous êtes brun, vous êtes brun. C'est pour cette raison, les enfants sont sortis comme ça. Il ne faut pas en faire un problème. Parce que le phénotype, c'est ce que je dis quand je parle de la couleur de la peau. Ça va, la couleur de votre peau, et noir, etc. On me demande de chier, mais je laisse seulement des points essentiels. Parce que sans ces deux points ici, vous ne comprenez rien. J'ai dit, je voulais aborder la notion de la personnalité d'après l'approche de Sigmund Freud avec la psychanalyse. Ça va? Sigmund Freud, là, peut-être je vous ai parlé de tout ce qu'il y a comme norme, ce qu'il y a en dehors de moi, vous aurez ça. Ça va? Sigmund Freud a parlé du psychisme ou de l'architecture de la personnalité. Sigmund Freud a pris deux compartiments, deux façons d'expliquer ça. D'abord, Sigmund Freud a dit l'homme, l'esprit de l'homme tel qu'il est là, il est composé de ça, est composé de moi, est composé de cerveau. Ça va? Et puis, de l'autre côté, il a dit aussi
le psychisme ou l'esprit de l'homme, ou bien l'individu, une personne est composé d'inconscience, de subconscience, ça va, et de la conscience. Trois compartiments. Cela veut dire quoi? Je prends d'abord le deuxième aspect, ou la deuxième composante que si vous a parlé de conscience. Ça veut dire que quand je suis en train de parler avec vous, je suis dans mon état de conscience. Je suis dans mon état de conscience, je vais agir, je vais faire n'importe quoi, je suis dans l'état de conscience. Il y a des gens qui disent que non, dans le cas de la Okara, la médium bata, à ce qu'elle a fait. Non, non. Cela veut dire que consciemment, il est conscient de ce qu'il fait. Deuxièmement, quand vous posez des actes, tel que vous êtes là, vous êtes en train de suivre les enseignements. Après avoir suivi la formation, et qu'une fois rentré à la maison, vous allez revivre tout ce que vous avez écouté ici. Cela veut dire tout ce que vous avez écouté ici, quitte la conscience pour aller à l'inconscience. Mais quand je parle de subconscience, la subconscience c'est vraiment l'instance régulatrice de notre esprit. Sinon, on va agir comme des fous. Parce que tout ce que nous avons comme information de l'inconscience, ce ne sont pas des bonnes informations, ça va. Mais avant de traverser pour pénétrer dans la conscience de l'individu, il y a ce qu'on appelle les mécanismes du moi qui se trouvent au niveau de la subconscience. Ça va, ça t'amène ça. Ce qui ne peut sortir de l'extérieur, ce sont des comportements socialement acceptables. C'est pour cette raison, même quand vous avez besoin de pisser, vous n'allez pas pisser en bord de route. Ça va, vous allez chercher quelque part, vous cachez pour pisser. Ça va, c'est votre conscience qui fonctionne. Malgré cette information qui est dans l'inconscience, mais avant de passer dans la conscience, il y a les subconscients qui régulent ça et ça sort d'un comportement socialement acceptable. Je cite maintenant, on va dirigir pour parler de ce qui est essentiel dans la vie transactionnelle. Eric Berne a distingué deux diagrammes. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, il y a trois choses. Il y a les moi enfants, il y a les moi adultes, il y a les moi parents. C'est-à-dire que quand nous sommes en train de parler avec quelqu'un, ça va, nous sommes en face, soit d'un adulte, ou soit d'un enfant, ou soit d'un parent. Cela veut dire que dans nos relations au niveau de notre institution, quand l'autorité parle, ça va à ses agents. En réalité, l'autorité, tel qu'il parle, il a déclenché, ou bien il a enclenché des boutons qu'on appelle moi parlant. Parce qu'il ne peut pas parler à ses subalternes comme étant enfant. Ça va? Il parle des ordres. Ça va, tel que moi je vais parler devant vous. Évidemment, j'ai déclenché ou j'ai enclenché des boutons qu'on appelle les moi parents. Parce que je vous parle comme si je m'adresse aux enfants. Ça va? Comme aux étudiants, évidemment, comme aux élèves. C'est qu'en réalité, pour mieux communiquer avec vous, ça va? Consciemment, moi, là, je comprenais que non, je ne vais pas me comporter comme un adulte, comme un enfant. Non, je vais me comporter comme un parent devant soit des adultes, devant soit des enfants. Et la communication passe. Deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle les boutons adultes. Ça va, les boutons adultes, c'est quand quelqu'un agit comme un adulte. Ça va. Par exemple, l'autorité est au niveau, c'est au niveau communicationnel, et au niveau des autres, au niveau adulte. Et que les subalternes se mettent au niveau des boutons parents. Cela veut dire que quand ils donnent des ordres, ça ne va pas passer. C'est pour cette raison, vous allez remarquer, dans nos relations interpersonnelles, il y a certaines communications qui ne passent pas. Ça va, on donne des ordres et quelqu'un refuse. On donne des directives, quelqu'un résiste à ça. Cela veut dire qu'au niveau communicationnel, les boutons, c'est-à-dire au niveau de la conscience, parce qu'il reconnaît que Eric Berne s'est basé sa théorie sur les principes de la psychanalyse. Là, je parle de la conscience, je parle du psychisme de l'esprit de l'individu, de la personne humaine. Ça va, c'est pour cette raison, nous, au niveau de nos institutions ou au niveau de nos bureaux, nous devons savoir
considère comme un adulte, ou bien je me considère comme un parent. Parce que si il y a un télescopage au niveau de l'enclenchement de ces boutons-là au niveau de la conscience, il y a ce qu'on appelle une communication croisée. L'information ne passe pas. C'est pour ce désordre quelqu'un refuse. Et il refuse pas parce qu'il sait bien qu'il est célibataire d'argent. C'est parce que vous n'avez pas su donner la décision, donner des ordres au bon moment. Parce qu'il faut, quand on est autorité, quand on est responsable aussi, analyser les attitudes des gens avec qui vous êtes. Tel que j'ai dit au début, donc vous devez connaître les gens avec qui vous vivez et vous évoluez ensemble. Ça va. Je pense que j'ai vraiment été dans l'obligation, ça va, de sauter beaucoup de choses. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas ni la dernière fois. Prochainement, mais décider de mourir là. Je vais donner ça au secrétaire de la coordination nationale. Peut-être qu'il va vous utiliser ça. Mais enfin, je voulais vous donner un cas réel. Ça va parce que là, on a théorisé seulement tout ce qu'on avait comme formation, mais il y avait un cas réel dans l'administration. Comment est-ce que vous allez constater que la communication est croisée? Comment est-ce que vous allez constater que cette communication ne passe pas à cause de ça, etc. Mais je pense qu'avec les services, vous aurez ça. Vous aurez tout le temps de faire ça. S'il y a des difficultés, vraiment veuillez me demander. Vous aurez des idées par rapport à ça. Sur ce, je vous remercie pour votre particulière attention. Nous sommes là, nous sommes disponibles, nous sommes disposés à vous. Je pense que j'ai pris beaucoup de temps. C'était prévu, mais je remets le micro. Je remets le micro à portée. Merci beaucoup, cher Oscar, pour ces bien exposés. Je passe le micro à notre deuxième intervenant. Nous avons fonctionné dans nos services. Je me présente d'abord, je suis le chef de travaux là, enseignant à l'UPEL, Université pédagogique nationale, OLA. Chef de travaux OLA, c'était à l'Université pédagogique nationale, spécialiste en sciences administratives et management. Parce que dans votre service, je donne un exemple, vous êtes soit ce sont des réglementaires nationaux ou au niveau national, ils agissent ça, soit mais transmettre ces dossiers ou ces février, il s'agit de telle personne. Au niveau de la réception, n'importe quel agent, il prend ça, il vous amène ça. Quand vous voyez ça organisé, on sait que lorsque le courrier arrive, même si la personne n'est pas laissée, les dossiers, c'est le point de vue qui va prendre le dossier. Et lorsque le dossier arrive, ça doit commencer d'abord par la coordination. Il y aura un job description et puis il y aura, on appelle ça, c'est carnet de procédure. Vous voyez, nous allons vous donner ça, c'est carnet de procédure. Chacun à son niveau doit savoir comment les services doivent être organisés. Ça va se faire de manière uniforme pour que nous puissions avoir de l'harmonie au niveau de notre service. Ce n'est pas qu'à moi, on fait ça et à l'autre, on fait d'une autre manière, ça ne sera pas propre. Donc il y aura un carnet de procédures qui sera donné et chacun va savoir quoi. La deuxième prérogative, c'est le pouvoir d'instruction ou d'injonction. Injonction, instruire ou donner l'injonction. C'est ça. Le pouvoir d'instruction, instruire ou d'injonction. Instruire ou à donner des injonctions. Cette prérogative consiste à quoi? Consiste pour un responsable ou une donnée. Vous voyez? Donc, si vous êtes chef, on a toujours dit que les chefs ne se plaint pas.
Vous voyez, le chef instruit, le chef donne des injonctions. Un chef qui ne sait pas instruire, un chef qui ne sait pas donner des injonctions, ce chef-là est appelé à démissionner parce qu'il va bâtir les services. Il va affreindre au bon fonctionnement du service. Parce qu'il y a des moments où il faut donner une injonction, il faut instruire. Ne dites pas que ne dites pas que ne dites pas que non, ils vont se fâcher contre moi. Non, vous êtes des chefs. Sachez que vous êtes des revêtus de pouvoir hiérarchique. Et vous avez le pouvoir de faire quoi? D'instruire ou de donner injonction. C'est ça la deuxième prérogative. Donc ça vous permet d'organiser votre service. Troisième prérogative. Bozo kalengai, bozo kalengai. Sa kamera. Un mot par rapport à ce que vous venez de faire. Ok. Nous avons profité dans cette occasion de la formation avec nos agents et cadres de planter un arbre parce que vous voyez vous-même, il y a le réchauffement climatique. Alors, après l'Amazonie, c'est l'RDC, le Congo. Je pense que le Congo, en ce qui concerne le réchauffement climatique, le Congo a une potentialité un peu élevée. Alors, la formation provinciale nationale de la formation professionnelle en RDC, pour l'accompagnement du chef de l'État, et Madame la ministre Bazaïba, il y a ces attributions au sein de l'environnement, nous sommes en train de vous accompagner pour préserver un peu le réchauffement climatique qui est en train d'engorger le monde. Et le Congo aussi est partant, et la Fondation nationale et ses membres et ses agents sont derrière le chef de l'État, derrière la ministre de la Formation de l'Environnement pour celle-ci. Merci.